bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver ici. Et je remercie tout particulièrement Monsieur Dill de nous accueillir dans cette belle salle de ce qu'on appelle ici l'UB, l'Universitätsbibliothek. Monsieur Dill est le responsable et directeur du département des livres anciens. Et ce qui est très appréciable, c'est que, comme vous le voyez, les livres ne sont pas inaccessibles. Monsieur Dill aime les rendre vivants et mettre à disposition des chercheurs, ou même des étudiants, les livres pour qu'ils soient consultés. Donc un grand merci. Et pour débuter notre matinée, je vous présente une très chère collègue de Bâle, Dr Maike Christadler. Qui est en train de combattre contre la technique. Donc, Maike Christadler est historienne de l'art, elle est spécialiste de la peinture de la Renaissance et elle s'est particulièrement intéressée aux femmes peintres. Elle a notamment consacré un très bel ouvrage à une peintre. Maike, je te laisse prononcer son nom parce que je... Sofonis Bambisola et Vasari Nzola. Et depuis plusieurs années, elle collabore étroitement avec le département d'histoire de l'université de Bâle. Et nous avons notamment monté ensemble une exposition sur les ouvrages d'anatomie possédés par l'UB. Et dans la prolongation de cette exposition, elle va donc nous proposer aujourd'hui une conférence intitulée « La main de l'anatomiste ». Bon, d'accord. La main anatomique. Oui, la main anatomique. C'est à ce que nous avons convenu après un peu de discussion avec Dominique. Et comme toujours, les titres, on doit toujours les présenter avec trop de voilà, d'avance. Et donc là, maintenant, je voudrais vous présenter quelque chose. Mais on va voir si à la fin je réussirai à vous faire voir quelque chose. Bon, de toute façon, merci à Uli Dill. Nous avons les images dans les livres. À la fin, on va peut-être recourir aux images qui sont dans les livres. Voilà. Et derrière, est-ce que... Je ne comprends pas tout à fait. Et le tableau derrière? Oui, mais je ne réussis pas. Donc, j'ai pas le même image sur mon computer et donc je ne réussis pas à manœuvrer. Voilà. C'est ça ce qui est le problème, je pense. Je crains que ça ne va pas marcher comme ça. Oui, peut-être. Sinon... Ja, vielleicht. Ok. Parce que sinon, on a... Ou bien on va commencer peut-être par les images. Je vais un peu donner une idée de ce que j'avais intention de vous faire voir et ce que je peux faire avec les images peut-être. Donc d'abord, un grand merci. Je me sens un peu, pas exactement dans mon rôle ici, comme je suis historienne de l'art plutôt que historienne de la littérature, je vais quand même tenir aux images pour ne pas trop faire de confusion avec votre discussion sur les métaphores. J'espère quand même de pouvoir contribuer un peu à vos arguments, à votre conférence. Donc Irène, elle m'a déjà dit que le corps c'est quand même un sujet qui est encore à traiter. Donc je pense que peut-être quelque chose peut résulter de cette contribution. En fait, toute mon occupation avec le sujet, ça dérive d'une exposition que j'ai faite il y a plusieurs années avec Dominique, où nous avons occupé des images anatomiques, et c'est de là que mon intérêt dérive. Donc, quand elle m'a parlé du projet du livre comme métaphore, je disais « Ah oui, mais il y a des images anatomiques qui présentent quand même des livres. » Et je pourrais aller voir quelle est la fonction du livre dans les images anatomiques. Et ce que j'avais dans l'esprit quand j'en parlais, voilà, c'est cette image-là.
Donc là, c'est un volume écrit, c'est toujours un traité d'anatomie, écrit par Govard Bidlo et illustré par des planches faites par Gérard de Lérès. Donc c'est un très grande œuvre, c'est du 1685, donc à la fin du XVIIe siècle. Et alors c'est illustré par 105 planches, donc je vais vous faire voir seulement une petite partie de ces planches qui sont vraiment d'une très très grande beauté d'un point de vue artistique. Tu peux peut-être le mettre parce que comme ça c'est un peu difficile. Voilà. Et là. Non, pourquoi pas? Parce que j'ai le stick, j'ai pas besoin de. Ah, d'accord. Ich weiß nicht, was das ist. Tut mir leid. Ich darf jetzt mal einen Stick hier reinkriegen. Was ist denn das? Ah, d'accord. Maintenant, il me manque ma petite clé, que dans toute la confusion, je ne sais pas où elle est finie. Ah non, je l'ai ici. Donc la clé, il y a. Bon, alors je suis partie de cette planche. Et en fait, parce que je disais, alors c'est intéressant quand même, je ne sais pas si vous avez vu, le bras, donc c'est le bras avec la main, ça sort d'un livre. Donc alors vous avez ce beau volume sur lequel est appuyée cette main tout à fait déjà disséquée. En fait, là, je voulais aussi un peu parler de la constitution des planches, et ça, pour la dissection de la main, c'est la dernière planche. Donc ça, c'est vraiment le moment où l'anatomie peut arriver avec la dissection de la main. Donc, alors, qu'est-ce qu'il présente comme le dernier livre, donc le résultat de sa dissection de la main? Voilà, il fait sortir le bras d'un volume. C'est pas titré, c'est quand même un volume très bien présenté, avec une couverture, une belle couverture, avec peut-être là comment est-ce qu'on dit, un stem, Un monogramme? Non, un heraldisches Zeichen, un signe héraldique. Donc on pourrait peut-être aussi aller un peu avant pour voir ce que ça veut dire. Je ne suis pas trop rentrée dans la recherche. En fait, avec les angles qui sont mis en relief, donc c'est vraiment un important volume duquel sort la main, le bras. Et en fait, ce qui est très remarquable aussi, c'est que la main, elle est posée d'une certaine façon. Donc vous voyez bien, c'est le Daumen, celui-là, la pouce, merci, à appuyer sur un petit instrument fait exprès. Et vous avez le doigt index qui vraiment sert d'index. Et c'est un détail qui m'a beaucoup frappé. Alors voilà la planche sur laquelle les dissections sont normalement faites. Elle a un petit bout là qui vient en dehors, une proturbation, je sais pas. Protubérance. Protubérance, merci. Voilà. Alors, cette protubérance n'a aucun sens, sinon le fait d'accentuer l'index qui le fait voir. Donc, c'est quand même très évidemment fait exprès la proposition de la main de cette manière. Donc, alors, vous avez le volume, la main qui, on ne sait pas ce que ça montre, mais ça montre. Et en fait, je dirais qu'on n'est pas trop mis mal si on suppose que le livre, ça parle de l'anatomie, je dirais, non? Même si ce n'est pas tout à fait indiqué. D'accord, merci. Alors, la main et le livre de l'anatomie, c'est quand même une longue histoire. Là, c'est un peu dommage que
je ne peux pas faire voir les autres planches. Mais une autre image, on l'a déjà ici. Donc, le fait de disséquer les mains et de les présenter dans les portraits des anatomistes, c'est tout à fait une tradition à la fin du XVIIe siècle. Ça commence avec le portrait très connu de Vasari, de Vesale, excusez-moi, qui est en train de disséquer la main. Donc vous avez présent son portrait. Là, c'est Giulio Caserio, toujours le portrait de l'anatomiste avec un tableau d'argent sur lequel est présentée seulement la main qu'il est en train de disséquer. Donc vous voyez le rapport des anatomistes avec la main, c'est quand même assez proche. Donc c'est ça ce qui m'avait quand même réveillé mon intérêt quand j'ai pensé à la métaphore du livre. La première chose, c'était pourquoi c'est tellement important la main pour les anatomistes. Et alors là, c'est déjà dans le portrait de Vasari, de Vesale, je m'excuse, on voit très bien qu'il est en train de toucher vraiment le bras qu'il a déjà disséqué. Et le grand portrait, le grand tableau de Rembrandt, du début du XVIIe siècle, Dr. Tulp, qui lui aussi, il est en train de toucher le bras. Tout le cadavre, il est encore entier, mais c'est seulement le bras qui est disséqué. Et au bout des pieds, il a le livre, et donc on ne voit pas trop bien si M. Tulp est en train de regarder dans le livre ou, de toute façon, il est en train de couper quelque chose ou de toucher quelque chose dans le bras. Et en fait, c'est depuis le XVIe siècle que les anatomistes avaient découvert les deux muscles, l'extensor et le... Attendez, c'est l'extensor et le... Ah, le flexor. Deux muscles. Je montre juste la... Ah, wow. Parce que ça, c'est un exemplaire coloré. En fait. Wow. Tu peux peut-être passer. Comme ça, tu passes avec le livre. Ah oui. Bon, alors ça, c'est le fameux portrait non Vasari, mais Vesale. D'accord. Alors, de toute façon, ils avaient découvert là le flexor et le extensor, et ils étaient donc capables, avec cette découverte, de faire bouger les doigts, même si ça s'occupait d'un cadavre, je veux dire. C'est Hallo Lorenz. Der technical support. Bon, alors là, c'est très beau aussi, c'est weil das jetzt gerade das war, wovon ich geredet habe. Ce qui est assez incroyable aussi, c'est très très belle. Bon, alors, je venais de dire, et les anatomistes, ils ont réussi à faire bouger le cadavre, même si c'était mort. Donc, c'était très important. Ils étaient arrivés à comprendre comment le corps fonctionnait. Ils étaient arrivés à bouger, et ils pouvaient démontrer avec ça la splendeur de la création divine, et ils pouvaient quand même un peu subentrer dans cette position divine de pouvoir faire bouger le vivant. Donc, ils avaient réussi un peu même à surmonter la mort peut-être, et ils pouvaient se auto-façonner comme des grands bougeurs, hein, les unbewegte Beweger, hein, les bougeurs, les faiseurs impassibles, mais quand même, pour y arriver, ils avaient bien plongé leurs mains dans la matière,
Et donc, ils avaient employé ces mains qu'ils présentaient dans cette façon pour, dans leur travail. Ils avaient procuré les cadavres, ils avaient coupé et vidé les cadavres, donc ils avaient eu à quoi faire vraiment avec de la matière très proche au sentiment du dégoût. Mais d'autre côté, les mains, ils étaient aussi des outils très très raffinés, et ils étaient de vrais artistes avec leur bistouri, non? Donc ça aussi, c'est le témoignage de l'ERS, de l'ERS, ce qu'ils étaient en train de faire avec leur bistouri. Et évidemment, pour faire ce travail très très fin, ils ne recouraient plus aux barbiers ou aux chirurgiens comme c'était comme ça d'habitude avant. Yes? Yes, stick on. Ja, jetzt habe ich auch einen Stick. Jetzt geht's. Oui, donc ils avaient pris à faire eux-mêmes ce travail, non? D'abord, les anatomistes, ils ne faisaient que lecturer, je ne sais pas, faire leur leçon devant le cadavre, c'était les autres qui coupaient. Là, eux, ils avaient pris même à couper eux-mêmes. Donc, la main-d'œuvre devient le chef-d'œuvre de l'anatomiste. Et quand même, c'était le même problème avec les artistes. La mort n'était pas considérée trop bien, donc l'esprit, c'était quand même plus important. Il fallait trouver des moyens pour mobiliser la main. Et donc, il fallait faire établir un rapport entre l'esprit et la main. Donc, la main, et c'est aussi évidemment ce que font les artistes de la même période. Ils mobilisent la main pour, voilà, voyons voir. Ce que ça donne. De toute façon, même problème des artistes. Waouh. Lorenz, je suis très, comment est-ce que je peux dire, grateful. Bon, on va récupérer là. Ouais. Halt, was ist das hier? Diese Kopie ist nicht aktiviert. Ah là, je vais peut-être revenir à ça un moment plus tard. Attends, clique Oui, sur le petit truc là. oui, attends. Voilà. Alors voilà, c'est pour récupérer. Vous voyez le Rembrandt et le Caserio et une pas très belle reproduction. Vous l'avez vu beaucoup mieux dans le livre du Visage. Oh, bon, alors, donc c'était nécessaire d'établir ce rapport entre main et esprit. Et donc, ce que je vais vous raconter maintenant, c'est de comment un peu voir comment et pourquoi ils ont choisi comment est-ce qu'ils ont fait pour mobiliser la main. Et je pense que, comme j'avais déjà parlé du Unbewegter Beweger, c'est quand même assez évident que c'est la main de Dieu même qui va être prise en considération pour cette mobilisation de la main de l'anatomiste. Voilà, c'est la Chemische Weltchronik de 1493 qui présente la main de Dieu dans l'acte de la création de la terre, donc la main toujours séparée d'un quelconque corps, c'est vraiment la main qui est l'instrument de la création ici.
Et probablement, ce n'est pas un hasard, là, que Michelangelo, c'est l'étincelle qui passe par la main, et peut-être même le goal de Maradona fait avec la mano de Dios est un bon exemple pour voir que la main est quand même très liée à cet horizon. Mais évidemment, ce n'est pas seulement les héros sportifs qui ont besoin d'intercession divine, c'est évidemment aussi d'autres personnages. Là, vous avez Caravaggio, autour de 1600, et c'est les deux tableaux de Saint-Mathé qu'il a fait. Le premier à gauche. C'est le tableau qui a été refusé par les commettants, comment est-ce qu'on dit? Par les commanditaires. Par les commanditaires, oui, les commanditaires. Parce que c'était un peu vu comme un scandale le fait que l'ange était vraiment en train de vraiment mener la main de l'évangéliste qui est en train d'écrire. Donc les héritiers de Matthieu Contrel, ils ont refusé, ils voulaient quand même un peu plus de participation de la part de l'évangéliste. Et ce qui a été accepté après, c'est l'autre tableau à droite. Donc vous voyez que là, l'inspiration divine, c'est beaucoup moins physique, disons, c'est beaucoup plus porté par l'esprit. Et ça seulement pour vous faire voir que c'est vraiment un outil de Dieu. Et ce que je trouve quand même très intéressant, c'est Caravage qui le peint, le tableau. Donc c'est assez une belle prétention. Si on pense que lui-même était en train de peindre la Sainte Histoire avec les pinceaux dans la main, donc l'inspiration divine pour le peintre, c'est vraiment lié très étroitement aussi à l'inspiration là de l'évangéliste. Alors c'est l'instrument, donc l'instrument, les pinceaux ou bien la plume vient reprocher vraiment à l'inspiration divine. Donc très étroite et particulier rapport entre artiste, bistouri, plume et pinceau. Voilà. Et ici, je voudrais pour un moment passer des mains au livre et seulement rappeler un tout petit moment donc la polysémie des personnages qui sont représentés avec un livre. C'est énorme, donc je ne vais pas vous ennuyer de les faire tous. Mais voilà, le livre un peu dans l'horizon de la représentation artistique. Donc là, c'est le Gallospforte de Münster de Bâle. Vous voyez le Christ dans le jugement dernier avec le livre ouvert dans ce cas-là. Et le Christ même qui a dans la main le livre. Et évidemment, c'est l'évangile, non, donc le livre de la rédemption. Donc aussi de la vie éternelle. Mais évidemment, de la vie éternelle, vous pouvez passer très facilement aussi à la mort, comme les mots qui ne sont pas écrits dedans, donc voilà, c'est la mort aussi. Donc c'est vraiment le livre du jugement dernier. En fait, très souvent, vous trouvez le livre encore fermé, et donc c'est un peu une espèce de black box, non, dans les observateurs peuvent aussi voir si c'est plutôt l'un ou l'autre. C'est un peu à la décision de l'observateur aussi. Mais comme vous avez déjà vu, très souvent, là, dont les livres sont en train d'être écrits, surtout dans la tradition des évangélistes, je l'avais déjà fait voir avec le Caravage. Ici, il y a des exemples beaucoup plus tôt, évidemment, c'est au début du 9e siècle, là, les deux évangélistes. Et seulement pour voir encore le livre, l'inspiration et le fait d'être en train d'écrire.
Et la tradition, elle vient reprise évidemment dans la Renaissance pour les pères de l'Église et à la fin aussi pour les humanistes. Ici, un exemple, c'est Ghirlandaio avec Saint Jérôme et évidemment Dürer avec Erasme, duquel les livres font le portrait beaucoup plus fidèle que les lignes. Non? Donc le livre ici prend une signification de loi, de savoir, d'autorité qui vient conférer par le mot qui était écrit avant de devenir chair. Mais comme toujours, c'est beaucoup plus compliqué. Le livre porte vraiment aussi d'autres significations et je vais seulement ici passer à un autre élément qui est très présent dans la représentation du livre, c'est la vanité. Ici, c'est un exemple de Edvard Collier, un protestant hollandais qui présente un bel beau bric-à-brac de toutes les futilités du monde, entre autres aussi des livres, même si ce sont eux peut-être qui se sauvent encore un peu par le contenu édifiant. Ici, vous trouvez, c'est ouvert, donc le grand livre, c'est les sermons de Polémon. Donc, quelqu'un de connu à Bâle et surtout pour le contenu édifiant, très important. Donc, le livre, quand même, il est appuyé à un crâne pour faire voir que même quand il y a des contenus édifiants, c'est quand même pour un très court moment que les livres sont importants. Voilà, et un autre exemple, vous avez Peter Claes, et 200 ans plus tard, un artiste qui s'appelle Johannes Wimmel. C'est très évident, là, le Still Life, crâne et livre, avec la plume, l'encre, etc. C'est assez connu comme iconographie, je ne dois pas trop en parler. L'autre du 19e siècle, c'est quand même particulier parce que ça semble être vraiment adressé vers les artistes, quand vous avez le petit mannequin là, et oui, mais dans la tradition toujours ça. Le crâne, évidemment, ça nous reporte aux anatomes artistes, comme je vais les appeler maintenant. À Bidlot en particulier, vous avez ici le titre du volume. À la fin, on pourra aussi peut-être le feuilleter encore un peu. Le frontispice, donc, montre tout un arrangement allégorique. Vous avez le Saturne avec la faucille et le sablier dans la main. Elle est en train de dévoiler la gloire, qui est posée avec un livre dans la main et le bistouri dans l'autre. Dans l'angle ici, vous avez les petits angelots qui sont en train de s'amuser avec voilà, la planche que j'avais déjà mentionnée avec la main, sur une main, et une feuille qui probablement pourrait faire référence aux illustrations anatomiques. Donc l'anatomiste est doublement présent dans l'image, dans l'allégorie de la gloire, science, histoire, qui a échangé le stylo pour un bistouri, et dans la représentation de la main disséquée. Mais Bidlot ne se contente point de la main anatomisée. Son portrait incise, qui se trouve toujours au début du livre, donne une place du premier plan à sa main encore bien fonctionnante. Donc voilà la main à disséquer et ici la main de l'anatomiste. Alors, dans cette main, il porte toujours le bistouri, et ce que je trouve très remarquable quand même, c'est comme si le bistouri, voilà, c'est ici dans le bistouri. Donc la main porte le bistouri juste là où l'ongine
avait percé le côté du Christ en lui infligeant une de ses 5 saintes plaies. Du geste de saint Thomas, nous savons que la plaie du côté du Christ est un important symbole de la vérité et de l'authenticité, donc des attributs auxquels les anatomistes pourraient être très intéressés. Donc, nous voilà un peu à la fin de ma tour de force main, signature de l'anatomiste, disséquée, elle sort du livre. L'anatomiste ainsi réclame pour son art la science du livre et de la pratique du bistouri, pour ne pas parler de la mise en page comme œuvre d'art. Donc la combinaison du livre avec la main, qui est porteur des significations et traditions visuelles dont je vous ai parlé, me semble représenter vraiment la métaphore de l'anatomiste tout court. Alors, main, livre, et maintenant je m'amuse quand même à passer un peu encore à une autre histoire, l'histoire du bras. Comme j'avais parlé de la main, maintenant je passe au bras. Et je recommence par Vézal et son bras, et je reprends le bidlou. Là, la référence du dernier au premier semble évidente, ne pas seulement dans la coupure de la peau, mais aussi dans les instruments qui sont mis sur la planche, qui ont trouvé leur place sur la planche. Donc vous avez tous ces instruments pour écrire le bistouri, le feuillet, et vous avez le bistouri là. Et donc c'est vraiment encore une fois comme si le bistouri était le substitut de du stylo. Mais ce bras, si on va aller un peu procédure, donc voilà, c'est le titre de Real de Colombo, toujours des Re Anatomica, plus ou moins moitié du XVIe siècle. Vous voyez exposer le cadavre dans un théâtre anatomique, c'est comme ça reprend beaucoup le titre évidemment de Vézal, mais Vézal avait disposé quand même d'une autre manière le cadavre sur la table. Ici, le cadavre vient transporté dans l'horizontale pour permettre qu'on voit le bras qui tombe de la table. Alors, le Realdo, évidemment, se réfère à une tradition très connue au XVIe siècle. C'est l'icône même du bras au VIe siècle, évidemment la Pietà del Michelangelo. Et l'art de Michelangelo avait donc créé l'image clé du Christ comme mort. Colombo la reprend, cette image, pour charger son boulot physique et matériel avec l'espérance de la vie éternelle. Je trouve quand même c'est assez bien fait là, cette transposition. Et j'ai mis le marin aussi pour voir que ce bras quand même a une longue histoire dans la peinture et exactement comme tous les deux les possibilités d'interprétation dans la vie éternelle, mais aussi vraiment la mort. C'est donc ce bras qui vient évoqué par l'anatomie, et je continue encore en m'amusant un peu avec les bras. Toujours le Bigelow, le Colombo, et je fais noter aussi toujours là le bistouri, qui est très important pour le bras. Et le troisième, c'est Charles Bell, un chirurgien médecin dans les guerres de Napoléon. J'ai évidemment un peu triché, comme vous voyez, mais ce bras sans corps, qui semble sortir d'un trou noir, est trop similaire au Bigelow pour ne pas faire cette association. Je vais quand même vous le retourner pour que vous voyez mieux. Le voilà retourné. Alors, malheureusement, je n'ai pas encore eu d'image avec une bonne résolution, donc je ne sais pas exactement ce que dit le texte. Mais ce qui saute aux yeux quand même, c'est le Waterloo sur la tranche du livre. D'abord, ce n'est plus la symbiose entre le main-bras et le livre, non?
ce n'est même plus la célébration des pouvoirs de l'anatome artiste qui rend vive la main morte. On dirait plutôt que c'est un Waterloo sur tous les fronts. Les livres servent seulement pour qu'on puisse y appuyer un bras mort ou au moins gravement blessé. Le bras rend service comme objet d'étude. C'est donc faux de tourner l'image pour rapprocher ce bras au Christ. Ici, il ne semble plus être de la rédemption possible. Donc, vous voyez, j'ai trouvé quand même très particulier cette combinaison. C'est même pas sûr que ce soit une main morte quand même, parce que Charles Bell, il était médecin, donc il a travaillé comme chirurgien dans les guerres de Napoléon, et c'est quand même assez possible qu'il ait fait un traité pour soigner plutôt qu'un traité d'anatomie. Mais comme impression visuelle, c'est quand même très proche à ce que je vous ai présenté. Donc, les livres pourraient être porteurs de science et de savoir, sont fermés et fonctionnalisés pour autre chose. L'autorité même qui pourrait dériver des livres semble muette. Ce n'est plus des livres fermés parce qu'ils représentent l'universel, comme ça pourrait être avec le livre que porte le Christ. Ils sont fermés parce que la réalité l'emporte sur les études des livres au moment de Waterloo. Voyons voir alors ce que l'anatomie fait encore de livres fermés alors. Et je vais remonter encore un moment dans le temps pour me dédier aux autres étranges accouplements de parties du corps avec les livres. Donc, dans l'anatomie, il y a aussi l'image qui met en évidence que les livres doivent être surmontés. Ils incarnent l'idée de la vieille science qui ne faisait que répéter les textes anciens sans les vérifier dans la nature, à l'aide de la nouvelle science qui pourrait être l'empirie. Donc, c'est ici Berengario da Carpi de 1535 qui ne se contente pas de faire naître du livre un bras. Lui, il met les livres sous le pied de la femme à l'utérus ouvert. Donc, je vous mets ici un peu d'iconographie. Le Berengario, selon moi, reprend des représentations de la Fortuna di Mare et aussi du dévoilement de la vérité. C'est très intéressant que la figure même, elle se auto-dévoile. Elle-même fait le geste du dévoilement pour révéler la vérité, mais il y a quand même aussi l'aspect de la fortuna, donc la curiosité et la vérité doivent aller pas à pas. Et c'est quand même aussi intéressant que ce soit la figure de la femme duquel a été enlevé l'utérus qui fait ce geste de la vérité. L'utérus, vous voyez le posé ici sur une espèce d'auteuil. Autel. Ok. Et voilà les livres qui sont sous le pied de la femme. En fait, même la posture de la femme est très semblable à la fortuna. Donc c'est vraiment, je ne pense pas, un hasard. Et alors, je fais noter la relation entre livre fermé et le corps féminin ouvert. Le corps féminin ouvert. Donc, allons voir un peu ce que Bidloo fait avec les représentations du corps féminin. En commençant, j'avais un peu oublié de dire que les 105 planches dans le Bidloo, il y en a 3 qui présentent un livre. C'est la planche avec la main disséquée. Il y a une planche d'un corps masculin à côté duquel se trouve un livre qui est partiellement couvert de la peau. Donc là, le livre pourrait être
raccrochée à la support pour écrire, non, pour pergamène, bon. Et une autre que je ne m'explique pas du tout, je vais vous la faire après, on va voir après, et je suis bien contente d'avoir votre proposition. Mais il n'y a pas de planche avec la représentation d'un corps féminin qui est couplé avec un livre. Donc les femmes ici ont une autre fonction évidemment. Et j'ai tourné l'image pour rendre plus clair le rapprochement. Mais évidemment, le dos d'une belle femme, il est plus tard quand même, mais c'est quand même une tradition de la représentation de la Vénus de l'arrière. Donc c'est très évident que Deleuze se refait ici à la tradition de la Vénus de l'arrière. Mais je voudrais porter votre attention sur un autre petit détail. Voilà, ça, c'est la dernière planche du corps féminin ouvert, après que tous les entrailles ont été enlevées. Et voilà, il y a une petite mouche là qui est posée sur le tissu avec lequel le bas du corps est couvert. Donc une petite mouche là. Ici, il y a encore la planche avec le livre, le corps masculin avec le livre qui est partiellement couvert par la peau. Et l'utérus la femme utérus de Léna et la Carpe. Alors, les deux planches-là, je les mets un à côté de l'autre parce que tous les deux, si vous voulez, représentent les livres, tous les deux, la mouche et le livre, sont des symboles de la futilité de la vie, de la vanité, si vous voulez. Mais ici, quand même, la mouche, si le livre représente la vanitas dans les autres images que je vous ai fait voir, la mouche ici représente plutôt la putréfaction en fait. En arrivant au moment où on avait enlevé toutes les entrailles du corps, le corps était bien putréfié, donc ici ça pourrait être les deux, hein. C'est mouche vanitas mais aussi mouche putréfaction. Donc l'artiste joue avec les deux significations selon moi. Bon, mais l'autre chose c'est, alors ici c'est la dernière image de tout le processus de la dissection du corps féminin. Ensuite, Bigelow reprend un autre chapitre et il recommence par le corps féminin qui est encore fermé et c'est la gravida. Donc d'abord tout le corps vidé et ensuite recomposé dans l'image pour être rouvert pour faire voir les images de l'embryon à la fin. Mais donc avant, la femme enceinte, c'est vraiment la femme vide qui est présentée. Et là, j'ai mis au camp franc parce que là, la gravida, ça sort d'un trou noir putréfié. Et dans le Benga et la Carpe, c'est quand même l'humanité qui sort de l'utérus de la femme, non? Donc c'est quand même une autre conception. Mais ce que j'ai noté là maintenant, ce matin, c'est voilà, c'est la dernière planche avec le corps qui est représenté comme ouvert, mais après la planche, il y a encore la représentation de l'utérus seulement disséqué. Donc l'utérus à part, et ensuite seulement arrive la constitution des planches de la gravida. Donc c'est quand même assez intéressant de voir la constitution dans laquelle les planches sont présentées. Dans les planches de la gravida de l'Érès, il reste quand même toujours un tout petit
moment de voyeurisme. C'est très rare qu'on ne voit pas les seins. D'habitude, on voit aussi le pubis. Donc, c'est quand même toujours présenté comme une femme disséquée. Alors, et la femme disséquée, là je trouve surtout sur la planche à droite, c'est quand même encore un beau sein, un beau visage. Donc elle n'est pas, même disséquée, elle n'est pas tout à fait dérangée dans sa beauté. Elle reste toujours, même sous les bistouris, une œuvre d'art. Et ça, c'est une différence cruciale entre l'anatomiste et l'artiste. Mais les exigences de l'illustration scientifique changent. Et voilà, la science prétend une certaine objectivité. Et l'objectivité, elle vient créer comme ça. Alors, c'est la première planche du livre très fameux au XVIIIe siècle. C'est la Anatomia Uteri Humani Gravidi et de William Hunter. C'est paru à la fin, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Avec un tas de planches, de très très beaux planches, de très très belles planches faites par Jan van Ramstig. Alors, ce livre est vraiment, c'est seulement un livre qui parle de William Hunt était un médecin et obstétricien. Et il avait fait vraiment comme, au moins c'est ce qu'il dit, comme manuel pour l'obstétricité. Merci. Donc, c'est pour faire comprendre comment fonctionne le corps féminin enceinte. Voilà. Alors, la succession des planches respecte le processus de la dissection. On commence par la représentation du ventre, duquel la peau a été enlevée, mais l'utérus n'est pas encore touché. La perspective est du haut, on voit le gros ventre et rien du sein, mais le sexe est rendu très visible entre les jambes écartées, qui à leur tour sont coupées au milieu du fémur, mais leur tranchement ici est couvert d'un tissu, comme vous voyez là à droite. Mais la dissection continue, le tissu vient ôter, les jambes deviennent jambons, le sexe est une ouverture rotonde, le gros ventre s'ouvre pour donner à voir l'embryon, plus de sexe féminin que de la chair. Il semble y être une raison inéluctable à ce processus des choses, mais quelque chose a quand même irrité l'artiste, parce que parmi les dessins préparatoires pour les planches, on trouve une image qui n'est pas reprise dans le livre, mais c'est une image où le sexe de la femme semble en train de lire un livre, ou de l'écrire. De toute façon, le livre empêche le spectateur de voir juste ce que le livre donne à voir de cette manière presque brutale. Et là, je voudrais bien finir avec ça, et je suis contente de recueillir votre propos sur ce que la métaphore du livre entre les jambes d'une femme morte enceinte pourrait bien signifier. Alors je vous remercie aussi pour votre patience avec mes problèmes techniques. Voilà. Tu peux rester sur cette image. Oui. Je sais pas. Vous voulez vous voir de tout près là? Bon, d'accord, on va peut-être... Alors, merci beaucoup pour ce parcours vertigineux qui met en lien des traditions iconographiques très différentes, et tu nous montres à quel point l'illustration anatomique est redevable, notamment à l'iconographie religieuse. Donc c'est tout à fait passionnant. Et merci aussi d'avoir fait l'effort de t'exprimer en français, parce que je pense que vous avez tous conscience que c'est quand même un gros effort. Monsieur Dill va le faire également, donc encore un grand merci. Peut-être j'avais juste envie de te demander de préciser comment tu entendais, si tu pouvais
rappeler ce que tu entends par comment on peut appliquer l'idée de métaphore du livre, en quoi les livres représentés ici sont métaphoriques. C'est en filigrane de ton propos, mais est-ce que tu pourrais peut-être juste le ressaisir? C'était beaucoup plus implicite qu'explicite, c'est vrai. Voilà. En fait, je ne sais pas trop bien parce que déjà, je trouve très difficile de faire la distinction entre le symbole et la métaphore. Et probablement, ce que j'ai fait, c'était beaucoup plus de la symbologie que du métaphorisme. Mais à la fin, ce que j'avais pensé, c'est vraiment que le livre en soi, après tout le parcours visuel que je vous ai présenté, pourrait être une super métaphore, si vous voulez, pour l'anatomiste dans un cas, et pour, je sais pas, pour une science anatomique de l'autre. Donc, le livre, donc le corps et le corpus, c'est pas par hasard que ce soit le même mot pour les deux choses. En fait, là, je pense aussi que l'anatomiste qui travaille avec son bistouri produit le corps qu'il étudie pour ensuite le décrire dans son corpus qui est son œuvre d'écrivain. Et donc là, c'était là, je pense, mon intention d'y arriver pour dire que le livre en soi peut devenir métaphore vraiment de l'artiste même comme personnage, ou bien du processus de la dissection dans le livre, peut-être dans le second exemple que je vous ai fait, que j'ai beaucoup moins élaboré, aussi parce que c'est beaucoup plus compliqué et difficile de trouver le rôle qui joue le livre dans la présentation du corps de la femme, dans ce cas-là. Je ne trouve pas du tout évident le livre là devant le sexe de la femme. Mais quand même, j'avais eu l'impression qu'il y avait une irritation de la part de l'artiste, ou bien aussi de l'anatomiste, et dans la tradition de la représentation du livre comme métaphore de l'artiste, je trouvais que c'était intéressant qu'il avait mis le livre là, dans cet endroit. Je ne peux pas devenir plus explicite, je pense, sur la... Parce qu'il y a une hésitation temporelle, dans le sens où le livre tantôt précède l'anatomie, enfin, c'est un savoir qui précède, chez Berengario qui est repoussé, qui est piétiné. Parfois, ça va être l'aboutissement du travail de l'anatomiste, donc c'est ce qui vient après. C'est tous les deux. Voilà, c'est tous les deux, exactement. Et aussi, ça peut être ce qui est en train de se faire pendant l'anatomie elle-même. Donc, il se situe, enfin, c'est très entremêlé. Et c'est aussi, c'est pour ça que je dis, là, voilà, la main semble avoir écrit elle-même le livre anatomique. Donc c'est aussi un peu la dimension de l'anatomiste vraiment comme un unbewegter Beweger qui ne se met pas en relief dans cette image-là. C'est l'anatomie elle-même, quoi. C'est l'authenticité du corps disséqué qui demande, qui prend l'autorité. Et là, je pense que c'est un peu le même mouvement d'esprit dans la combinaison de livre avec l'utérus, car avec Berengario, je trouve quand même c'est intéressant, non, si on pense aux origines des humains, d'où est-ce que nous venons, c'est quand même nous venons de l'utérus, et là je pense aussi qu'il y a un rapport quand même de ce type. Et est-ce que chez Berengario, on trouve d'autres planches qui mettent en scène des livres, en dehors de celles où on voit cette femme avec l'utérus posé?
Est-ce qu'il y a d'autres planches avec des livres? C'est ma mémoire maintenant qui est en train de travailler, mais effectivement, je ne pense pas. Parce que moi, je m'interrogeais en fait sur sur la pertinence de poser des livres sur cette planche-là. Et ce qui m'a intriguée, c'est qu'en fait, ce qui est posé sur la table à côté, c'est ce qui s'appelle dans le texte joint la matrice. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre matrice, disons, corporelle, l'utérus, et puis la matrice du savoir, enfin, je sais pas, la source, oui, voilà, la source. Parce que c'est le mot matrice est répété à plusieurs reprises, en fait. Qu'est-ce qui est posé sur le piédestal à droite, enfin, sur le montoir de pierre? Alors là, c'est les livres. Oui, alors juste au-dessus, à gauche. Ça? Non, oui, là. Ça? C'est la montre du doigt. C'est la matrice. C'est la matrice. C'est la matrice. C'est l'utérus. C'est l'utérus, Ah, ouais. d'accord. Oui. Ouais. C'est l'utérus sur une espèce d'hôtel, non? Oui, c'est ça. Also Altar. Hein. Et oui. Donc, enfin, Alors est-ce qu'il y a là, pas un rapport de sens? oui, non, mais je suis très d'accord parce que je pense que l'utérus, la connaissance de l'utérus dans la perspective de Berengario, c'est le savoir absolu. Donc là, je pense que l'utérus et le livre, c'est vraiment, Voilà. c'est les deux vont ensemble, mais le livre là, c'est Roma Vecchia. C'est ancien, c'est non, maintenant il y a l'autre savoir qui est représenté par l'utérus. Donc je suis très d'accord avec ça. En fait, c'est aussi pour ça que je propose la liaison entre le livre devant, le sorti, quoi, si vous voulez, et voilà. Et je pense que les deux images vont quand même ensemble. À travers ce que vous avez montré, on voit bien la réciprocité entre, enfin le lien, mais aussi la réciprocité entre livre et corps. C'est-à-dire que le corps anatomisé est ouvert pour être lu, enfin compris, déchiffré de l'intérieur, comme lorsqu'on lit un livre. Et inversement, ouvrir un livre, c'est aussi un peu un geste de transgression et de pénétrer un monde, enfin le monde du livre. Enfin, ça apparaît bien à travers les images, mais est-ce que ça apparaît aussi dans les textes? Parce que c'est là que nous avons nos métaphores, c'est textuel, c'est du langage. Est-ce que cette idée-là, cette réciprocité entre corps et livre apparaît dans ces textes? Est-ce que je ne pas dans les propos liminaires? Est-ce que c'est dit explicitement? Donc le livre de la vie, c'est bien évident, ça, dans les textes, ça apparaît. On parle du livre de la vie. Oui, dans le livre de la vie. Aussi dans les textes anatomiques, bien sûr, vous avez l'idée du corps qui est le livre de la vie. Mais de l'autre côté, ouvrir le corps comme un livre. Donc, je ne sais pas jusque dans quel détail on trouverait l'accouplement entre le corps comme livre et le livre. Donc, là, je pense que ce soit vraiment métaphore, ce n'est plus très visuel. Mais ce qu'en tout cas très frappant avec Berengario, c'est que, enfin, il me semble que dans la tradition anatomique, c'est les seules images où la femme est active, en fait. Si on compare aux figures de l'Hérès où elle est ligotée et elle est complètement objectifiée, là, elle est elle-même dans... Oui, mais dans Caserio, tu vois, tu as plein d'images où les là, c'est vrai, chez Caserio, ouais, sont aussi actives. Non, il y a aussi les femmes qui sont actives dans leur auto-présentation. Non, dans Biblo, non. Là, c'est plutôt la tradition du criminel qui même avec les mains liées, etc. Si on ne veut pas entrer dans le sadomasochisme. Et là, il reprend typiquement l'emblème de Cesare Ripa dans l'iconologie. Aletheia, c'est là, le dévoilement, et c'est toujours une allégorie féminine en fait. Là, il reprend mais là, de cette femme qui se dévoile, c'est pour ça qu'elle est active, mais en fait, c'est une tradition iconographique qui le précède.
Oui. Et l'image là, étonnante avec le livre devant le sexe, ça me rappelle quand même la série de Gremlin, où c'est une tête de diable qui est devant le sexe. Alors la tête de diable, finalement, elle indique, il y a Yanua Diaboli, hein, la porte du diable, hein, qui est le sexe féminin. En même temps, elle le dissimule. Donc il y a ce statut ambivalent du livre, hein, qui finalement cache les pudenda, et en même temps est censé les révéler par l'écriture. Je ne sais pas si... Enfin là, je trouve qu'il y a aussi une filiation de ce motif du sexe. Oui, et ce qui est frappant, c'est que c'est un livre retourné. Ouais, complètement. Lire. Oui, c'est vraiment c'est l'image de gauche, on voit le Exactement. sexe féminin avec les plis, et presque comme ça s'assimile presque aux pages d'un livre ouvert, vers un livre frontal en plus donné. Oui, en fait, c'est pour ça que alors je l'ai retourné, il pourrait cacher, mais de façon différente, elle est délibérément retournée. Ouais. D'ailleurs, on trouve dans des dépositions de matrones l'idée qu'il faut feuilleter le sexe féminin pour envoyer toutes les couches. En fait, là, c'est vraiment aussi comme visuel, c'est vraiment le corps qui semble sortir du livre. C'est quand même C'est vrai. C'est comme les pages qui continuent. Non, mais là, avec, je suis très d'accord aussi avec le fait évidemment, dévoiler, couvrir quoi. En plus, là, en fait, là, ils l'ont pas pris, mais l'autre, celui-là, c'est vraiment, si tu veux, d'une brutalité énorme, je trouve, avec le fait d'être tellement ouvert, encore tellement ouvert. Et l'image précédente, à 22, avant, voilà, oui, parce que là tu n'avais pas commenté celle du milieu, on voit c'est une tranche de livre qui dépasse, non? Dans l'image du milieu. Voilà, ouais. non, j'avais pensé que c'était une planche, une espèce de armoire, tu vois. D'accord. Une chaise, oui. Une chaise, oui, j'avais cru que c'était un livre. Oui, d'accord. Non, je pense que c'est plutôt une... On voit des livres. Oui, en fait, là, ça aurait été très chouette si ça avait été un livre. D'accord, En fait, ce que j'ai pas... C'est de tellement grande... Voilà, je vais arriver là, parce que là, c'est le troisième livre que j'ai trouvé dans les planches, et donc c'est la jambe. Et voilà, ici, c'est bien évident, la peau a été enlevée, appuyée sur ce volume, et là, le livre est sur, je ne sais pas, la hanche ou le genou, je ne comprends même pas très bien. Et là, j'ai vraiment, j'ai pas le moindre clou de pourquoi le livre est fini là. Il n'y a pas une légende? On ne sait pas de quel livre. On ne sait pas, mais on sait d'aucun des livres qui sont représentés, on ne sait ce que c'est. Voilà, ça, c'est le volume le plus important, le plus beau, le plus précis, mais pas sans indication de ce que c'est. Mais là ça inverse Berengario, parce que c'est plus le livre qui est piétiné, mais c'est le livre qui est sur l'autel du corps. L'autel, une étrange autel, c'est pourquoi là Et puis toujours ce contraste étonnant, le livre fermé, le corps ouvert. Je pense que c'était bien. Voilà, c'est celui-là. On voit un peu mieux dans le livre si vous avez envie de filer devant. Mais non, comme ça ne veut pas. Non, mais je peux le c'est pas trop lourd. Non, Là, la seule chose que je vois, c'est vraiment la similitude entre les pages, le dessin des pages et le fibre des muscles. Mais je vois pas de... Quel est le titre de cet ouvrage? Attends.
Attention, petit. Bien petit. Ouais. Anatomia Humanae Corporis 105 Tabulis Demonstrata. L'anatomie du corps humain, démontrée en 105 planches. Voilà. Et puis bon, le livre, c'est pas le plus. On est petit par rapport au... Et tu vois, pour calmer la tenue. Je sais pas, c'est tout Non. Non, mais je pense que c'est vrai. Oui, mise en scène sur transfert. Mais je pense si vous voudriez encore voir un peu les planches là, c'est mieux que vous venez là pour qu'on puisse laisser Ce qui est grave, c'est que c'est presque taille réelle, enfin grandeur nature comme on dit. Comme si feuilleter le livre avec ses fémurs exposés presque taille réelle, c'est vraiment l'idée de passer d'un... C'est dimension du volume le fond. Oui, la dimension, oui, c'est évident. Mais c'est quand même pas la... Grandeur nature, tous les deux fémurs là. Oui, presque grandeur nature. La fémur de grande la main. Le livre est écarté, n'est-ce pas? La main peut-être encore.